Bienvenue dans un nouvel épisode les amis. Dans cet épisode on va parler de développement musculaire et on va répondre à la question suivante. Faut-il aller à l'échec musculaire? Et si oui, quand? C'est une question qui revient souvent et c'est une question qui est très intéressante parce qu'elle fait débat dans l'industrie du fitness. On retrouve des avis vraiment opposés, des gens qui disent que oui, il faut aller à l'échec musculaire, des gens qui disent que non, il ne faut pas aller à l'échec musculaire. Et c'est vrai que ça porte confusion. Du coup j'ai reçu énormément de questions sur Instagram, donc je me suis dit que j'allais donner mon point de vue en expliquant à chaque fois les faits et ce que j'arrive à extrapoler de ces différents faits qu'on connaît tous et comment j'arrive à l'organiser dans mon entraînement. Donc c'est comme ça qu'on va organiser cet épisode. Dans un premier temps, on va essayer d'exposer tout ce qui est dit, les différents avis qui sont proposés dans l'industrie, et ensuite je vais vous dire un peu comment utiliser le tout et comment moi je l'utilise en espérant que ça pourra vous aider et que vous pourrez intégrer tout ça dans votre routine d'entraînement, dans votre programmation. Donc la première question à laquelle on doit répondre c'est échec ou pas échec? Faut-il aller à l'échec ou ne pas aller à l'échec? Et pour ça, eh bien, on doit analyser les propos des deux parties de l'industrie, des deux parties qui s'opposent. On a toujours des camps dans l'industrie, ça fait partie du game, des gens qui ont un avis et d'autres qui ont un avis complètement opposé. Et ce qui est assez intéressant, c'est que en général, ces deux personnes se reposent sur des évidences assez solides. Les gens se reposent sur des études, se reposent sur de l'évidence empirique, et c'est pour ça que c'est toujours assez conflictuel où j'ai toujours un problème quand on se base uniquement sur on jure que sur certaines sources d'évidence parce que au final on a tous nos vérités, ok, on a tous nos vérités, on arrive à extrapoler certaines informations qui confirment notre vérité dans des sources d'évidence qui sont fiables. Donc c'est là où voilà, on doit savoir se positionner et on doit savoir surtout apporter de la nuance. Et c'est vraiment ma position ici, c'est que il y a deux camps qui ont des avis opposés, mais la vérité selon moi se trouve un peu dans la zone grise, se trouve au milieu, là où il y a de la nuance et là où la plupart des gens ne vont pas. Parce que la plupart des gens se trouvent dans les extrêmes à chaque fois, et moi j'aime pas vraiment les extrêmes, j'aime me retrouver dans la place, voilà, là où il y a de la place pour tout le monde. Tous les avis ont du sens, toutes les évidences ont du sens, on doit savoir simplement extrapoler ce qu'il y a à extrapoler. Donc c'est ce qu'on va faire dans cet épisode-là. Commençons par évaluer ce que le premier parti dit, ce que le premier groupe de personnes dit, qu'il ne faut pas aller à l'échec. Ça c'est vraiment un des premiers trucs que vous allez entendre dans l'industrie, des gens qui vont vous dire faut pas aller à l'échec. Et ce qu'ils disent, leur argument derrière tout ça, c'est que eh bien on peut simplement faire des répétitions ou des séries en gardant 2 à 3 répétitions dans le réservoir. C'est-à-dire qu'on ne va pas pousser vraiment à l'échec musculaire. Et petit rappel ici, l'échec musculaire fait référence au fait de ne pas pouvoir exécuter plus de répétitions en sollicitant les muscles qu'on cherche à recruter durant l'exercice. Okay, c'est ce que ça veut dire, c'est ce qu'on entend par échec musculaire. Et par échec musculaire, bien entendu, à ne pas confondre avec échec de l'exercice en soi, parce qu'on pourrait très bien continuer à faire l'exercice, mais en engageant d'autres tissus. D'accord? Donc on veut vraiment se concentrer sur le fait d'engager les tissus qu'on cherche à solliciter et les pousser vraiment à l'échec. Donc je pense que la définition est assez claire de toute façon. Quoi qu'il en soit, revenons sur l'argument du premier groupe qui dit que voilà, on peut créer des adaptations tissulaires sans aller à l'échec en gardant 2-3 reps dans le réservoir. Et ils disent également que il est contre-productif d'aller à l'échec. C'est l'argument qu'on va souvent entendre, et j'entends beaucoup de préparateurs physiques qui me disent ça quand je parle d'aller à l'échec, où ils me disent ouais mais c'est contre-productif, ça va créer plus de dégâts, les athlètes ne vont pas pouvoir récupérer, bref, ils se mettent à risque s'ils vont à l'échec. Vous allez voir que je sais exactement quand on va à l'échec, pourquoi on va à l'échec, pourquoi on n'y va pas, etc. Et je vais vous expliquer tout ça dans un instant. Mais ça, c'est l'argument du premier groupe, ok? Donc, on n'a pas besoin d'aller à l'échec, on va avoir des adaptations tissulaires, et c'est vrai, ok? Mais si on va à l'échec, eh bien, au final, on va créer des dommages. Maintenant, analysons ce que le deuxième groupe dit. Le deuxième groupe, eh bien, a également ses preuves qui montrent, ses évidences qui montrent qu'il a raison de ce point de vue-là, parce que faut savoir que le premier groupe se base sur, comme je l'ai dit, la littérature scientifique. On a des documents, des papiers scientifiques qui explicitement disent qu'on peut créer des adaptations en gardant 2-3 reps en réserve, d'accord, à condition que les séries soient assez dures. En général, dans la littérature, ils appellent ça de hard sets, ok, donc des séries difficiles, c'est-à-dire que on se challenge vraiment, ok. Maintenant, le deuxième groupe dit que il suffit de faire une série à l'échec pour créer des adaptations tissulaires. Et eux également se basent sur des évidences scientifiques. Du coup, ils disent également que ça ne sert à rien de faire plus de séries, qu'il serait contre-productif de faire plus de séries parce qu'on est tout simplement en train d'accumuler du volume inutile qui ne va pas offrir des gains supplémentaires. Et c'est d'ailleurs grâce à cette arrivée de cette série à l'échec, souvent qu'on appelle la série unique, qu'on a vu plein de programmes arriver. Des gens qui disent ok, tu fais qu'une série de deadlift, une série de pompe, une série de je sais pas quoi, etc. Et bien entendu,
chacune de ces méthodes a donné des résultats. Ok, donc vous voyez qu'il y a une vérité derrière tout ça. C'est un fait, ça donne des résultats. Maintenant, il y a un troisième groupe également, hein, troisième groupe qu'on va mettre ici en parenthèse, qui est le groupe des bros, qui consiste à ramener toutes les séries à l'échec. Tu fais 5, 6 séries et tu ramènes tout à l'échec. Ok, je mets ça ici en rigolant, mais c'est malheureusement ce qu'on retrouve en pratique de musculation, des gens qui font ça vraiment, des drop sets à chaque série, parce qu'on croit que plus de dégâts va offrir plus de gains musculaires. Il faut savoir qu'on sait aujourd'hui que plus de dégâts n'égale pas plus de gains musculaires. C'était un des prérequis auparavant qu'on avait déterminé pour créer une adaptation tissulaire, mais c'est pas le cas. Ok, donc pensez pas que les dégâts vont donner plus d'adaptation tissulaire. Au contraire. Ok, donc on a illustré ici ce que les deux groupes disent. Ok. Maintenant, selon moi, je trouve que ces deux groupes ont partiellement raison et ont partiellement tort. Donc c'est ce qu'on va chercher à faire maintenant. On va revenir sur chacun de ces arguments et je vais essayer d'illustrer là où je suis d'accord et là où je pense qu'on pourrait complémenter le tout pour pouvoir compléter ces informations et pouvoir intégrer le tout à nos entraînements de la manière la plus productive possible. Donc si on revient sur l'argument du premier groupe ici, en effet, c'est la vérité, hein, on peut créer des adaptations à condition que ça soit des séries difficiles, des séries qui nous challenge en gardant 2-3 reps dans le réservoir. Ok. Cependant, leur argument concernant les dégâts musculaires, rappelez-vous, j'ai dit que si leur argument c'était de dire que si on ramène des séries à l'échec, eh bien ça va créer plus de dégâts musculaires, c'est contre-productif, etc. Et selon moi, cet argument n'est valide que si on ramène toutes les séries à l'échec. Donc l'exemple des bros que j'ai donné juste auparavant, où les gars font 4-5 séries, où toutes les séries vont à l'échec. Okay, et en effet, si on ramène toutes ces séries à l'échec, eh bien selon moi, on est simplement en train d'accumuler du volume inutile. Okay, on est en train de faire des répétitions pour faire des répétitions, mais au final, ces répétitions-là ne vont pas engendrer d'adaptation. Et je me permets de compléter du coup avec le deuxième argument qui va valider ce que le deuxième groupe dit. Il suffit d'une série à l'échec pour envoyer un signal d'adaptation. Aller à l'échec, c'est littéralement le signal qui dit à son corps, ok, là, tu dois créer plus de tissus, tu dois rendre ces tissus meilleurs. C'est exactement ça, ok. Pourquoi? Il faut comprendre un truc, c'est que le corps ne sait pas ce que c'est que le summer body, ok. Le corps, il sait absolument pas ce que c'est, d'accord. C'est des inventions que nous, on a créées. L'exercice, c'est quelque chose que l'être humain a créé. Le corps cherche constamment à sauvegarder de l'énergie, parce que l'énergie, c'est précieux. Dans la théorie, dans l'évolution de l'être humain, on n'avait pas cette abondance d'énergie, de nourriture, etc. Donc, on cherche constamment à conserver de l'énergie et à l'utiliser de manière appropriée à un moment voulu, quand c'est nécessaire. Maintenant, on a essayé de changer cette évolution qui a eu lieu sur des milliers et des milliers d'années. Et maintenant, les rôles ont changé. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que notre biologie n'a pas changé. D'accord? Donc, le corps opère toujours de la même façon. Il cherche constamment à conserver de l'énergie. Donc, on doit le pousser. C'est pour ça que je dis ça. On doit le challenger. On doit le forcer à créer un changement. Autrement, le corps ne va pas vouloir créer de changement. Donc, comment on fait ça? Eh bien, on va lui envoyer un signal en disant, hey, t'as pas assez de ce truc-là pour faire la tâche que je te demande de faire. Et ce signal-là, eh bien, c'est l'échec. Et c'est pourquoi, justement, le deuxième groupe a raison en disant qu'il suffit d'une série pour créer une adaptation. Maintenant, cependant, je pense que je ne suis pas d'accord avec le fait que les séries supplémentaires soient contre-productives. D'accord? D'ailleurs, on a également des études qui comparent la série unique avec plusieurs séries qui gardent 2-3 répétitions à l'échec. Okay, 2-3 répétitions en réserve, c'est ce que je voulais dire. Donc l'idée c'est que dans ces études, eh bien, ils ont comparé, ils ont pris deux groupes. Un groupe qui fait qu'une série qui va à l'échec et un autre groupe qui fait plusieurs séries mais sans aller à l'échec avec un modèle classique comme le premier groupe le ferait. Et il s'avère que les deux groupes prennent de la masse musculaire, mais on voit un certain avantage du côté du groupe qui fait plusieurs séries et qui ne va pas à l'échec. Donc qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous donne plusieurs informations au final. Donc vous voyez que on retrouve pas mal de vérités dans les deux groupes, mais si on venait à en extraire les principes fondamentaux, parce qu'on vient d'illustrer le fait que les deux groupes ont raison, la science le dit, mon expérience empirique le dit également, et je pense que la vôtre également, d'accord? Si vous réfléchissez un peu à tout ça. Mais ce qu'il faut retenir, au final, pour créer les adaptations nécessaires, sont les deux choses suivantes. La première chose, c'est que l'échec, c'est le signal d'adaptation, c'est le signal qu'on envoie pour créer une adaptation. Et il est vrai qu'il suffit d'une série pour créer une adaptation. Maintenant, le deuxième point qu'il faut garder également, c'est que la magnitude de l'adaptation va dépendre d'un certain volume de travail. Et c'est ce qu'on a pu observer quand je parle des études qui comparent la série unique avec plusieurs séries. Et bien là, on voit que, hey, si tu fais plusieurs séries, eh bien, tu vas gagner un peu plus de muscle. En gros, la différence ici, c'est, imaginons que tu fais ta série unique, tu as gagné 0,5 g de muscle en plus à la fin de ton cycle.
versus faire plusieurs séries, eh bien, tu as gagné 0,7 grammes. Okay, encore une fois, ces chiffres ici sont arbitraires, mais c'est simplement pour illustrer le tout. C'est-à-dire que la magnitude de l'adaptation va vraiment dépendre du volume total qu'on va faire. Mais ça où ça devient un peu tricky, parce qu'on se retrouve face à un problème ici. Parce que, ok, on sait que faire un peu plus, c'est bénéfique. Il suffit d'une série pour créer une adaptation, une série à l'échec. Mais si on en fait un peu plus, eh bien, on peut avoir légèrement plus de gains. Mais attention, si on en fait un peu trop, eh bien, éventuellement, ça devient contre-productif. On se retrouve avec des courbatures, on a un manque d'énergie, on affecte notre récupération, notre système nerveux, etc. Donc c'est là où ça devient très difficile de se positionner. Parce qu'on se dit, ok, à quel moment c'est trop, ok, 3, 4, 5, 6, 7, 8 séries. À quel moment on se dit, ok, là j'en ai fait trop. J'aurais pu m'arrêter il y a 3 séries, j'aurais envoyé le signal d'adaptation et j'aurais augmenté la magnitude de l'adaptation également. Et c'est là que on doit se poser la question suivante: comment on doit opérer? Et tout ce que je vais vous dire maintenant, ça n'engage que moi, c'est que mon expérience personnelle. J'ai pas de data en soi pour prouver tout ça, mais c'est de l'expérience empirique avec des centaines de clients et sur moi-même, des athlètes de haut niveau et la population générale également. Okay, donc selon moi, on peut viser entre 2 et 5 séries par exercice entraînées au sein d'un programme, à condition bien entendu que le programme soit bien designé, que les exercices soient bien configurés. Qu'est-ce que j'entends par là? Quand je dis 2 à 5 séries par exercice, c'est qu'on va sélectionner des exercices qui vont viser des lignes de tissu spécifiques. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que dans l'industrie du fitness, c'est une des plus grosses erreurs selon moi, c'est que les gens vont sélectionner différents exercices, des configurations différentes, certes, mais qui vont viser les mêmes lignes de tissu. Et ça, il n'y a rien de plus contre-productif que ça. C'est-à-dire, je prends un exemple, tu vas faire du développé couché. Ensuite, tu vas faire du développé couché avec le même angle, le même positionnement de ton articulation d'épaule avec des haltères. Puis tu vas faire des pompes avec le même positionnement de tes épaules dans l'espace. Puis ensuite, tu vas faire des pec fly. Okay, je vois ça tout le temps. Des fitfluencers qui, voilà, tu as fait 5 séries d'un exercice, 3 séries de l'autre, 4 séries de l'autre, etc. Ce sont des exercices différents. Mais au final, tu vises exactement les mêmes lignes de tissu. Ce qui veut dire qu'au final, tu as fait 15 séries pour exactement les mêmes lignes de tissu. Et là, ça devient vraiment contre-productif. C'est pour ça d'ailleurs que les gens, dans les entraînements jambes, les gens disent hashtag leg day, ils n'arrivent plus à marcher parce qu'ils font 5-6 exercices au final qui visent exactement les mêmes lignes de tissu, qui entraînent exactement la même chose. Donc forcément, tu as accumulé tellement de volume, mais c'est ce qu'on appelle du junk volume, du volume qui sert à rien. Okay, volume inutile. Donc, la disposition des séries ici, selon moi, va dépendre des exercices et de l'importance de ces derniers. C'est-à-dire qu'on va commencer avec les séries les plus dures, les exercices les plus durs dans un premier temps, pour ensuite passer en deuxième temps aux exercices les plus faciles, etc. Okay, donc on va passer ou les moins importants dans la hiérarchie de votre entraînement. Ce qu'on va observer, c'est une disposition des séries qui va être opérée de manière décroissante. On va commencer par exemple avec la partie A, 5 séries, ensuite 4 séries, partie B, 3 séries, 2 séries, etc. etc. Okay, donc cette logique elle est simplement basée sur le fait que notre quantité d'énergie totale, elle est limitée, par conséquent, sa répartition doit être faite correctement. Et ça c'est très important à garder en tête. Okay, vous pouvez pas faire un hard set au début, série difficile au début, ensuite en deuxième partie également, ensuite en troisième partie également. Okay, faut savoir dispositionner le tout de façon à ce que ça ait du sens et que ça soit logique. Okay, maintenant pour chaque exercice, le nombre de séries va être déterminé en fonction de... Ok, ce qu'il faut garder en tête ici, ce qui est très important, c'est que la façon dont je perds, c'est que je vais me dire, ok, j'ai déterminé le nombre de séries pour l'exercice, en fonction de la hiérarchie de l'entraînement que j'ai créé. À partir de là, je vais me dire, toutes les autres séries, les premières séries de l'exercice ne vont pas être poussées à l'échec. Mais la dernière série va être poussée à l'échec. Pourquoi? Parce que je visualise le tout de la manière suivante. Rappelez-vous, les deux parties qu'on a mentionnées auparavant ont raison. D'accord? Donc on doit savoir simplement extrapoler ce qu'il y a de vrai dans chacun de ces dires. On sait que ne pas aller à l'échec, ça va engendrer des adaptations. Aller à l'échec, c'est le signal maximum pour créer l'adaptation. Maintenant, quand on ne va pas à l'échec, fondamentalement, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train d'améliorer la capacité actuelle des fibres musculaires qu'on a. On est en train de rendre ces fibres musculaires plus fortes à exécuter ce qu'elles sont capables de faire actuellement et plus endurantes également. Maintenant, lorsqu'on ramène la dernière série à l'échec, on est en train d'envoyer un signal à son corps en disant « Hey, ok, là maintenant en fait il faut plus. Je t'ai entraîné à devenir meilleur avec ce que tu as. Maintenant la dernière série c'est... Ok, là j'ai besoin de plus, j'ai envie de choses plus performantes. En gros, je cherche à développer cette capacité, à ramener cette capacité à un autre palier, ramener cette capacité à un nouveau niveau. Ok, ça c'est très important de le garder en tête. Donc c'est toujours la règle d'or que j'utilise. Si je te dis de faire 4 séries dans la première partie, tu vas faire les 3 premières sans aller à l'échec, la dernière à l'échec. Deuxième partie, 3 séries, les 2 premières par l'échec, 2-3 reps dans le réservoir, dernière série à l'échec. Ok, donc important de garder ça en tête. Maintenant,
où j'en suis. Je me suis perdu ici dans mes notes. Ok. Deuxième règle d'or qui est très importante pour moi, et c'est comme ça qu'on va clôturer le tour, parce que je pense qu'on a fait le tour ici. J'aime pas aller à l'échec sur les exercices polyarticulaires de manière générale, ou du moins pour les personnes qui ne sont pas avancées. Pourquoi? Parce que le risque de blessure est beaucoup plus élevé, d'accord? Parce que si un des groupes musculaires polyarticulaires, c'est-à-dire qui inclut plusieurs articulations, par conséquent plusieurs groupes musculaires, c'est un de ces groupes musculaires va à l'échec, c'est-à-dire qu'il s'arrête, les autres groupes musculaires peuvent encore continuer. Et ces groupes musculaires risquent de prendre le relais, mais malheureusement, ils ne sont pas forcément censés prendre le relais au niveau auquel ils risquerait de prendre le relais, si vous comprenez ce que je veux dire. Donc on risque d'exposer ces tissus à des contraintes trop élevées par rapport à leur capacité actuelle. Et ça, c'est un truc que je garde toujours en tête. Donc je me focalise vraiment sur la qualité de l'exécution de l'exercice et je ne cherche pas à pousser l'exercice à l'échec lorsqu'on parle d'exercice polyarticulaire. D'accord? Donc gardez ça en tête. Si vous êtes avancé, comme moi, des athlètes de haut niveau qui maîtrisent bien les exercices, et pas par athlète tout court, des athlètes qui maîtrisent très bien l'exercice en question qui va être entraîné, et bien dans ce cas-là, c'est ok de le ramener à l'échec éventuellement. Ok? Et si on vient ramener un exercice polyarticulaire à l'échec, il faut préparer le tout. On met les barres sur les racks de cette façon-là. Si on descend en squat, eh bien ok, je peux poser la barre. Si je descends en bench press, voilà, je peux poser la barre. Je ne me mets pas à risque. Ok? Jamais ne se mettre à risque pour augmenter sa performance. Il faut toujours trouver le bon compromis. Maintenant, l'échec devient très intéressant pour les exercices monoarticulaires, les exercices d'isolation. Pourquoi? Parce qu'on a un risque de blessure qui est bas, on a un risque de compensation qui est très bas. Par conséquent, on sait qu'on va pouvoir viser au maximum les tissus qu'on cherche à viser. Et là, ça devient très intéressant. Donc, de ce point de vue-là, pareil, j'irai chercher l'échec avec assez de confiance. Ok? Donc, pas de problème. Cherchez l'échec pour les exercices d'isolation. Et ça, c'est vraiment la règle d'or si vous ne voulez pas vous mettre à risque. Et je pense que c'est vraiment ce qu'il y a de plus intéressant. Maintenant, dans un autre podcast, peut-être qu'on parlera du tout axé plus du côté performance. Là, on s'est attardé vraiment sur le développement musculaire, donc le côté hypertrophie, qui cherche à créer plus de muscles, etc. Mais c'est ça qu'il faut garder en tête. D'accord? Ne pas aller à l'échec, ça va entraîner la capacité actuelle qu'on a. Ça va rendre nos fibres musculaires plus endurantes. Et aller à l'échec, ça va nous permettre de ramener nos fibres musculaires, nos muscles à un nouveau palier. Ça va nous permettre de développer cette capacité. Et il suffit d'une série pour envoyer ce signal. J'espère que ça a été clair. J'espère qu'on a pu établir les vérités. Encore une fois, en se positionnant un peu au milieu avec de la nuance. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit like, un petit commentaire. Et nous, on se voit très bientôt. Peace.